Voilà, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous nous suivez, chers téléspectateurs de Télé 7, la chaîne républicaine. Je vous retrouve une fois de plus dans le cadre de notre magazine Questions-Réponses, l'émission qui vous propose un débat ou un échange sur l'actualité politique congolaise, économique, sociale également, mais vu selon le regard de vos compatriotes de la diaspora. Je reçois pour vous aujourd'hui à ma droite Madame Gisèle Mandaïla, elle est députée au Parlement bruxellois. Madame, bonjour. Bonjour. Et vous, en tant que députée bruxelloise, beaucoup de gens voudraient savoir, vous êtes dans le monde politique, qu'est-ce que vous faites pour le Congo ? Je pense qu'on ne peut pas énumérer ce qu'on fait comme ça pour le Congo. Je crois que chacun a sa place, chacun en fonction de ses compétences essaie de faire des choses pour le Congo. Donc au niveau politique, donc, je pense que j'exerce au sein de mon parti une pression pour éventuellement dénoncer des méfaits qui s'y passent en RDC quand il y a méfaits, et s'il y a de bonnes choses, de pouvoir les appuyer. Et entre autres aussi en tant que femme politique et femme tout simplement, je suis beaucoup dans l'humanitaire. Donc là, je reviens de Kinshasa où j'ai lancé l'action Drépadon, qui consiste à la prise en charge des enfants drépanocytaires des familles défavorisées du Congo. Mais on vous accuse très souvent, vous, en tant que politique d'origine congolaise, de ne pas être très lobbyiste par rapport à votre pays d'origine, alors que les Rwandais ou les femmes rwandaises sont presque dans la sphère, ici, politique surtout, ici en Belgique. Vous pensez que c'est gratuit ? Mais je pense qu'on accuse les gens parfois à tort. Je crois, dans un premier temps, il faut d'abord faire une analyse à fond, une analyse approfondie par rapport à ce qui se passe réellement dans les cénacles ici en Belgique, et savoir ce que c'est que le lobby. Le lobby en anglais, ça signifie couloir. Donc quand on fait du lobby, ça ne veut pas dire qu'il faut le dire à haute voix, sinon ce n'est plus faire du lobbying. Un lobbying, quand on le fait en coulisses, on le fait de manière efficace. Mais le problème chez nous, les Congolais, vous vouliez nécessairement qu'on vous dise que nous allons rencontrer telle personne pour parler de telle chose. Mais à ce moment-là, c'est plus de lobbying. À ce moment-là, c'est au vu et au su de tout le monde. Et les stratégies peuvent, comme ça, être parfois détournées. Et je pense qu'à l'instar de Rwandais, il faut le reconnaître qu'ils font du lobbying. Nous, les Congolais, et on accuse souvent à tort la classe politique, parce que nous, on fait du lobbying au sein de nos entités. Mais je pose la question aux Congolais, aux citoyens congolais. Quel lobby fait le Congolais ici en diaspora ? Sinon, c'est de faire de pression, sinon de crier. Je pense que pour faire du lobbying, il faut le faire de manière plus stratège, je pourrais dire. Parce que, comme le font un peu les femmes rwandaises, qui ne sont pas en politique. Si vous regardez aujourd'hui, vous demandez sur toutes les listes qu'il y a ici, il y a très peu de femmes rwandaises qui sont en politique. Mm-hmm. Voilà, merci Madame Mandaïla. Nous allons revenir à droite de Madame Mandaïla. Nous avons Madame Nicole Toumba-Boacha. Elle est donc la représentante de l'UNC ici en Belgique. C'est ça le terme que vous utilisez ? Secrétaire fédéral. Secrétaire fédéral. De l'UNC. Alors, voilà. Maintenant, quand on pense à l'UNC, il y a toujours quelque chose qui nous arrive, c'est Vital Kamerhe. Vital Kamerhe qui a été chassé du Parlement à cause de la situation rwandaise. La situation rwandaise est aujourd'hui très présente. Est-ce que vous pensez qu'il a eu raison ? D'abord, le terme chassé ne peut pas convenir. Il a démissionné. Il a démissionné parce qu'il a vu que... Après quand même moult résistance. Moult résistance parce qu'on voulait faire croire qu'il était là du fait du chef de l'État. Non, c'est le peuple qui l'a élu. Et si vous vous souvenez très bien, à l'époque, il avait plus de... Je crois que c'était le premier de tous les députés qui avaient eu plus de voix à cette époque-là. Donc, c'est en tant que parlementaire et qui devait rendre compte au peuple qu'il a demandé de démissionner. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas dire qu'on l'a chassé comme tel. Non, voilà. Il a fait de la résistance parce qu'il y avait un problème justement de sémantique entre chasser et démissionner. Il y a eu 58 jours de crise et c'est au 59e jour qu'il a pris la décision de parler à son peuple et dire vous n'allez pas quand même nous faire dire que si ça ne dépendait que de lui, il serait parti du Parlement. Mais absolument, absolument. Il serait parti du Parlement parce que les raisons pour lesquelles il s'était convenu pour la manière dont il s'était entendu à l'époque où il faisait partie du PPRD de mener la gestion du pays, ben ça s'est avéré infructueux.
Eh ben, il s'est dit qu'on ne peut pas continuer dans cette voie, il ne pouvait pas continuer dans cette voie, et surtout l'existence d'un gouvernement parallèle qui a porté préjudice au bon fonctionnement de la chose publique. Il a pris la décision de partir, tout simplement. Voilà, merci Madame Nicole Toubabouacha. Je garde toujours mon consultant en relations internationales, Henri Kamandé-Zouzi. Eh bien, il y a un anniversaire, triste anniversaire, il me semble, de toute façon, ça dépend de quel côté on se situe. Il vous souviendra qu'un certain 7 septembre 1997, si je ne m'abuse, Mobutu Sese Seko Kukungwendo, ancien président de la République du Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, est décédé. Donc ça fait 15 ans. Est-ce que vous avez un souvenir particulier, ou sinon je poserai la question, comme Janssen le disait, est-ce que l'après-Mobutu est égal à l'avant-Mobutu? Bon, d'abord une pensée évidemment pour ses proches, sa famille, qui ont perdu donc un des leurs il y a de cela 15 ans. Alors, pour répondre précisément à votre question, est-ce que c'est comme avant? Écoutez, l'histoire nous le dira. Ça fait 15 ans, c'est vrai que la RDC a traversé des moments extrêmement difficiles, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de plus en plus dans l'opinion publique congolaise une sorte de montée comme ça, vers une sorte de nostalgie d'une époque où on avait le sentiment que le pays était effectivement dirigé par un homme fort et en qui les gens se reconnaissaient volontiers. Et Madame Andaïla, vous avez également la même nostalgie de l'époque Mobutu? Non, je n'ai pas de nostalgie. Je voudrais d'abord ici avoir une pensée, en effet, pour sa famille et pour ses proches, et aussi implorer le bon Dieu de pouvoir l'accueillir, s'il l'a déjà pas fait, là où il est. Mais je n'ai pas de nostalgie. Je pense que moi, je suis plutôt une femme qui a une vision vers l'avenir. Mobutu était ce qu'il était. Mobutu était un homme charismatique, il faut le reconnaître, un grand homme, je dirais, politique, malheureusement, qui a utilisé sa politique à mauvais escient. Il faut quand même le reconnaître. Mobutu était quand même un dictateur, mais au-delà de ça, moi je voudrais quand même reconnaître une chose. Mobutu, bien que j'ai combattu sa dictature à l'âge quand j'avais déjà 16 ans, mais il faut quand même reconnaître que ce monsieur a donné aux Congolais d'aujourd'hui, dont les Zaïrois d'hier, a donné cette identité nationale que tout Zaïrois de l'époque ou tout Congolais aujourd'hui se revendique. Donc ça, je pense quand même qu'il faut le lui reconnaître. Donc l'unité. Vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que si les Congos résistent contre sa balkanisation, c'est pas entre autres, en grande partie, c'est à cause de Mobutu. Je pense quand même qu'il faut lui reconnaître ça. Grâce à Mobutu. Je pense si on est intellectuellement honnête, il faut le lui reconnaître. Mobutu a beaucoup travaillé sur l'unité nationale et c'est cette identité qui conduit aujourd'hui les peuples congolais. Mais au-delà de ça, il faut reconnaître que c'était quand même un dictateur. Il faut quand même reconnaître que, en 32 ans de pouvoir, le Congo, sur le plan économique et sur le plan social, a quand même dégringolé. Mais comme je dis, intellectuellement, si on est honnête, il y a eu du bon. Donc le bon, moi, c'est que je retiens de Mobutu, c'est ces sentiments d'unité nationale et de l'intangibilité des frontières congolaises aujourd'hui. Et malheureusement, le mauvais côté, c'est cette dictature qui a conduit à des dérives par rapport à son peuple. Et au niveau de l'UNC, finalement, que pensez-vous de l'homme Mobutu en tant que chef de l'État, bien sûr? Moi aussi, avant de répondre à votre question, j'ai une pensée pieuse pour la famille de l'illustre disparu il y a de cela 15 années. Je dirais simplement que, Mobutu, évidemment, c'était un homme fort, un guide éclairé, comme on aimait à l'appeler. Simplement, j'aimerais ajouter que, comme a dit Madame Andaïla, c'était un dictateur. Le propre dictateur, c'est qu'il y a une oppression intellectuelle, une oppression parfois physique, on l'a vu, mais tout ce qu'on peut retenir de lui, c'est qu'il y a eu quand même intégrité du territoire. Il n'a jamais rechigné sur ça. Il a toujours été rigide avec ces choses-là. Et vous avez vu qu'il avait même porté l'uniforme du militaire pour descendre sur terrain afin de préserver l'unité de son territoire. S'il y a un mérite qu'on doit lui reconnaître, c'est celui-là, le plus spectaculaire. Et donc, vous pensez qu'aujourd'hui, supposons on était devant un miracle, qu'il était là, à votre avis, quel rôle pourrait-il jouer? Je pense que si, sur ces plans-là, on parle bien sûr je dis, prenons-nous un miracle comme ça. Un miracle sur l'intégrité. En forme, il est là comme il était, et puis quel est son rôle selon que vous l'imaginez en tant que Congolais ou quelqu'un d'origine congolaise? Oui, mais il faut voir, si on l'imagine en tant que Congolais, sur l'ensemble de la situation congolaise. Mais oui, c'est ce que je dis. Ouais. Si on doit l'imaginer sur l'ensemble du projet congolais, je pense qu'on va se poser de questions. Mais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui,
la violation de la frontière congolaise et tout ça, je pense que Mobutu aurait été vivant, le Rwanda n'aurait même pas eu le courage de pouvoir envahir le Congo. Sincèrement. La même chose, Moi, j'ajouterais que la crainte qu'inspirait Mobutu, je pense même pas qu'il y aurait des défections en masse comme ça auprès des généraux tel qu'on le voit aujourd'hui. Lui-même, la personne de Mobutu était tellement omniprésent, tellement omnipotent que je ne pense pas qu'on s'amuserait à faire des rébellions à tort et à travers dans toute la République comme ça. Enfin, je veux dire à l'est du pays. Donc, Alors, Monsieur Kamandé, vous, en tant qu'expert en relations internationales, je pense qu'il y a eu aussi des précédents dans d'autres pays par rapport à des dictatures. Je repose la même question. Avec l'expérience que vous avez, aujourd'hui, Mobutu réincarné, il jouerait quel rôle? Je pense qu'il aurait exercé un leadership régional comme il l'a fait. Je voudrais rappeler juste un épisode. En 80, il y a eu le plan d'action de Lagos qui proposait en fait une intégration économique à travers les différentes zones régionales. Et ce plan reposait essentiellement sur le fait que chacune des nations qui avaient une sorte d'influence à la fois sur leurs voisins, mais également sur la région qu'ils occupaient, pouvaient impulser un dynamisme qui permettrait de mettre en commun toutes les énergies afin de faire de l'Afrique un continent fort où la diversité, à la fois culturelle, économique, en ferait une puissance. Donc, indéniablement, un leadership politique. Mais je voudrais juste un petit bémol par rapport à ce que Mme Mandaïla et Mme Ntouma-Boatia ont dit sur Mobutu. Certes, c'était un dictateur, nul ne peut le contester, mais j'aimerais quand même rappeler qu'entre 1967 et 1974, le Congo, sur le plan économique, avait une croissance à 2 chiffres, que le Congo était dans bien des domaines cité en exemple. Aujourd'hui, le Congo a une croissance à 7 chiffres. Par contre, il faut pleurer sur non, mais ça a duré que quelques années, monsieur Kamandé. On est bien d'accord, mais sur les 32 ans, je pense qu'il y a une dizaine d'années où le pays avait tout de même un dynamisme qui inspirait pas mal de gens. En 1980, lorsque le comité central a été effectivement créé, nous avons assisté à une descente aux enfers qui avait d'ailleurs été amorcée dès l'époque de la zaïrénisation, je ne veux pas revenir sur cet épisode, la rétrocession et puis la radicalisation. Tout ça aussi, c'est lui, de toute façon. On est bien d'accord. Excusez-moi, monsieur Fabien, mais si c'était si glorieux, comme vous le dites, monsieur Kamandé, pourquoi est-ce qu'on ne retient pas ces 2 années, ces 2 années c'est souvent le cas. De 67 à 70. Voilà, on ne retient pas ça. C'est souvent le cas. Lorsqu'un homme comme lui disparaît, il est bien évident que ce sont les dernières années les plus difficiles, les plus oppressives qui sont retenues, et il est rare effectivement que l'on puisse trouver dans l'inventaire des choses qui aient pu éventuellement, à un moment donné, mettre en valeur le pays. Voilà, c'est par là que nous mettons un terme à ce petit sujet d'actualité ayant trait à l'ancien président de la République démocratique du Congo, ancien Zaïre, donc le maréchal Mobutu Sese Seko. De toute façon, tout le monde, du moins en tout cas tous ceux qui ont, c'est pas moi, 30 ans aujourd'hui, portent encore les marques de la Deuxième République. Alors, la situation dont on parle, c'est donc la situation causée par le M23. Il y a eu une évolution maintenant au niveau de Kampala. Évolution, je veux dire, il y a eu quand même une réunion. La première question, d'aucuns ont parlé des réussites, d'autres d'échecs. Vous, votre point de vue en tant que Congolais de la diaspora, c'est quoi? Vous estimez que c'était une réussite, Madame Toumba? Une réussite dans le sens où, oui, il y a eu réunion. On peut dire que c'est une réussite. OK? Il y a eu réunion quand même. Mais un gros échec. Pourquoi? Parce que M. Kagame n'est pas venu. Il a envoyé. Il a réussi dans le sens. Réussite dans des, disons, d'une rencontre comme celle-là. Mais c'est ironique, c'est sarcastique ce que je dis. Réussite dans le sens où s'il fallait absolument qu'il y ait une réunion, elle a eu lieu, ok, d'accord, on s'est réussi au point de vue diplomatique, mais en gros, en filigrane, c'est un échec. Qui a représenté monsieur Kagame? C'est monsieur Kabarebe. En face de lui, il avait le chef de l'État, il y avait monsieur Kabila, moi que je ne m'abuse, il y avait monsieur Kabila et monsieur il arrive aussi, par exemple, que le Congo soit représenté par... Oui, mais d'accord, mais pour des choses aussi importantes, je crois qu'il aurait fallu que ça soit le président lui-même qui vienne. Que ça soit quand même un peu plus sérieux. Envoyer un émissaire, c'est bien. On connaît l'importance de M. James Kabarebe, mais quand même, pour des choses aussi importantes, il aurait fallu que M. Kagame puisse trouver un temps dans son agenda pour venir à cette réunion-là, quand même. Je crois que c'est ça. Est-ce que vous ne pensez pas, peut-être pour Kagame, c'était une façon de dire, bon, vous avez accusé James Kabarebe, je vous envoie James Kabarebe pour régler la situation?
Non, je ne pense pas que c'était parce que vous avez accusé James Karabarebe qu'il l'envoie. Mais là, ça démontre en fait la manière d'être de M. Kagame. Donc aujourd'hui, il est indéniable que le Rwanda, le rapport des Nations Unies le disent, tous les rapports de droits de l'homme le disent, le Rwanda soutient réellement le M23, donc c'est quelque part une rébellion qui est imputée au M23, soit disant aux Tutsis congolais, mais alors que c'est une manigance très clairement du Rwanda pour pouvoir s'emparer, on le sait aujourd'hui, depuis longtemps d'ailleurs, du Nord Kivu. Donc, qu'il y aille ou qu'il n'y aille pas, ça démontre à suffisance l'arrogance de M. Kagame par rapport à cela. Aujourd'hui, M. Kagame pense être le faiseur de roi au niveau de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est. Donc, pour lui, il dénigre un peu ces faits. C'est pour dire que non, ce n'est pas moi, réglez ça entre vous. Donc, quelque part, il est vrai, échec, oui, parce que, pas seulement pour le Congo, hein, je pense que c'est l'échec pour l'Union africaine de ne pas avoir réussi à faire venir M. Kagame. Mais est-ce que cette Union africaine-là, est-ce que joue réellement le rôle qu'elle devrait jouer? Non, le problème n'est pas encore là. Mais je dis, c'est quand même l'échec de l'Union africaine de ne pas faire venir M. Kagame alors qu'on l'accuse. Lui, donc là, tout le monde, il aurait dû être là peut-être pour se défendre. Échec pour la RDC aussi parce que, quelque part, la personne qu'on accuse n'est pas là. Mais en même temps aussi, on peut dire qu'il y a eu réunion. Mais si on parle en termes d'échec, c'est vrai qu'il y a l'échec. Est-ce qu'il y a une réussite? Pour moi, aujourd'hui, tant qu'on n'a pas trouvé une solution à la fin de cette guerre au niveau de l'Est du Congo, donc toutes les réunions qu'on peut tenir, quelque part, s'il n'y a pas de résultats probants, ça reste un échec pour la RDC. C'est une humiliation en plus. Et il faudrait à tout le moins que le gouvernement congolais aujourd'hui prennent la mesure de la chose. Je sais qu'ils sont en train de travailler. Aujourd'hui, il faut quand même le reconnaître, la diplomatie congolaise a beaucoup joué. Aujourd'hui, on arrive à parler de cette guerre et d'impliquer le Rwanda. Alors que depuis 10-15 ans, par rapport à l'Est, on parle toujours d'une rébellion entre Congolais. Pour la première fois, on arrive à accuser formellement le Rwanda. Donc je me dis quelque part, il y a une petite réussite au niveau de la diplomatie congolaise, mais je trouve que, pour moi en tout cas, qui revient de la RDC, je trouve que le gouvernement congolais, en tout cas, est presque absent. Est presque absent de cette guerre. Moi, je n'ai pas entendu... comme je n'ai pas entendu... justement une contradiction là, quand vous dites que le gouvernement engrange des résultats diplomatiques, en même temps, il est absent. Mais oui, attendez. La guerre, elle se mène en RDC. Les contacts diplomatiques se font. Et je voudrais ici saluer quand même aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères qui, qu'on le veuille ou non, qu'on soit, de l'opposition, de la majorité, à un moment donné, si on est intellectuellement honnête, il faut quand même reconnaître le travail qui est fait au niveau international. Ça reste stérile. Permettez. Ça ne reste pas stérile parce que je pense quand même que au niveau des Nations Unies, au niveau d'autres pays, on a quand même pris des mesures, donc ça ne reste pas stérile, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin et arriver réellement à sanctionner de manière plus forte le Rwanda. Mais je dis, en même temps, je sens une absence du gouvernement congolais dans cette affaire. Je viens du Congo, je viens de la RDC, où, à mon sens, il y a une guerre, on est en crise. Pour moi, le président de la République devait se trouver, puisque c'est le chef de l'armée, le commandant suprême de l'armée, il devait se trouver au front avec ses troupes. Et en même temps, le peuple congolais veut un message du chef de l'État par rapport à cette guerre. L'heure est grave. Ici, quand l'heure est grave, le chef de l'État, le chef du gouvernement, fait un discours pour rassurer peut-être sa population ou pour expliquer les enjeux. Mais je suis désolé, ça fait depuis le mois de mai, moi je n'ai pas entendu le président congolais dire que l'heure est grave. C'est vrai que la diplomatie, elle joue. Vous dites que vous venez de Kinshasa, on va terminer peut-être par là. Il y en a qui pensent qu'il n'y a que Lambert Mende qui prend le devant dans cette histoire-là. Curieusement, c'est parmi les personnes qui sont peut-être beaucoup plus haïes de la diaspora. Oui, ça, on va voir un peu le problème de la diaspora. On est une personne, on n'est pas, sans pour autant faire une analyse approfondie de la situation sur place. Je me dis aussi, par moments, nous devons aussi, nous, diaspora, nous regarder dans le miroir
et avancer de manière un peu plus constructive. Pour revenir à M. Mende, pour moi, il est le porte-parole du gouvernement. C'est vrai, il fait son boulot, il fait son job, il défend. Mais à partir du moment où un État est envahi, je suis désolé, je n'ai vu ça nulle part ailleurs, où un État est envahi, le président de la République ne prend pas la parole pour s'adresser à son peuple. On a vu aux États-Unis le 11 septembre, quand on a stabilisé, quand on a sécurisé les États-Unis, on a vu le président Bush parler à son peuple. On voit aujourd'hui, le président de la Syrie, je ne devais pas le citer, l'heure est grave chez lui, il parle à son peuple. Ben bon, une frange de la population, c'est pas vraiment un bon exemple. On pourrait aller Kadhafi. Voilà. Mais je pense qu'à un moment donné, vu la situation actuelle, le président de la République aurait dû s'adresser à sa nation. Et il l'a pas fait. Pour moi, je suis désolé, c'est un faille. Voilà, alors, monsieur Henri Kamandé-Zouzi, échec, pas échec, apparemment, les résultats est mitigé. Vous avez la même appréciation de la récente réunion de Kampala? Alors, rappelons que Kampala, c'est la conséquence d'Addis Abeba. Il y a eu une première réunion qui regroupait les ministres des Affaires étrangères, c'était le 11 juillet. Cette réunion préparait le sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba. Le 15 juillet, c'est ce jour à Addis Abeba qu'on a annoncé la mise sur pied d'une force internationale neutre, et c'est à la conférence internationale de la région des Grands Lacs qu'on a confié le soin d'examiner cette question et de faire des propositions. Lors de la première réunion le 8 août à Kampala, on a levé l'option de cette force, mais déjà on a vu qu'il y avait des divergences entre la RDC et le Rwanda. Le Rwanda qui ne souhaitait pas que la RDC en fasse partie, et la RDC ne voulant pas non plus que le Rwanda en fasse partie. De même que la MONUSCO, en tout cas du côté du Rwanda. C'est quand même ici le lieu de dire que la demande du Rwanda est un peu singulière, parce que moi, quand j'invite des gens chez moi à manger, ce n'est pas le voisin qui fait le plan de table. Donc, on est bien d'accord. Donc, de ce point de vue-là, il est vrai que les demandes de Kigali cachaient beaucoup mal, en fait, des intérêts autres que ceux qu'il voulait bien défendre. Concernant la réunion de Kampala, la toute dernière, la CIRGL, c'est 11 États. Seuls 4 étaient représentés par leur chef d'État. On peut pas parler de réussite à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est qu'on a appris, j'étais assez surpris d'ailleurs de la sortie du ministre de la Communication congolais qui estimait que c'était un succès parce qu'on avait enfin su qui allait commander cette force. Notamment l'ONU et l'Union africaine. Mais ça, on le sait depuis le 8 août. Absolument. Donc à ce niveau-là, rien de nouveau sous le soleil. Enfin bon, soyons constructifs. On sait désormais que cette force comportera 4000 hommes et que certains pays se seraient portés candidats. Aujourd'hui, la seule certitude, c'est que la Tanzanie a donné son feu vert. La Tanzanie. Ce n'est plus une force internationale. Mais non, la Tanzanie au niveau du Rwanda, c'est une force neutre ou bien... Le Rwanda n'a pas formulé de réserve à ce niveau-là, à ce stade-là. Mais il faut quand même rappeler une chose, c'est que la plupart des pays qui pourraient faire partie de cette force sont soit déjà engagés sur d'autres fronts. Vous savez qu'il y a des pays qui prêtent main forte à la mission de l'Union africaine qui sécurise une partie de la Somalie, et vous avez d'autres pays qui pourraient participer à cette force, mais qui, malheureusement, craignent qu'une présence ou une application de leur part ne régionalise le conflit. Donc à ce niveau-là, les gens sont un peu, je dirais, dans l'expectative. Dernier problème à régler, c'est évidemment le financement, parce que bon, on discute, mais on ne sait pas très bien qui mettra la main à la poche. Ce qui est certain par contre, c'est que le 27 septembre prochain, une réunion a été convoquée par le secrétaire général aux Nations Unies. Ce sera en marge de la session ordinaire de l'Assemblée générale. La tripartite réunira évidemment les Nations Unies, la RDC et le Rwanda, mais elle pourra être élargie, à mon avis, à l'Union africaine et à la CIRGL. On verra ce que cela va donner. À titre personnel, je suis déjà assez sceptique, pour une raison très simple, c'est que déjà à l'époque où on avait annoncé la réunion de Kampala et la mise sur pied de cette force neutre, j'avais estimé qu'il s'agissait d'une manœuvre dilatoire qui favorisait, ni plus ni moins, l'enlisement du conflit et surtout l'enracinement du M23, ce qui à terme pourrait, et quoi qu'en dise Kinshasa, puisque Kinshasa refuse toujours, et je suis tout à fait d'accord avec cette option de ne pas négocier avec les rebelles, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, le temps joue contre Kinshasa. Il faudrait qu'une initiative diplomatique d'envergure se fasse. Vous savez que maintenant, c'est Museveni qui a été désigné par la CIRGL pour prendre langue avec le M23, ça veut dire que c'est une médiation qui s'annonce. On va y revenir. Mais d'autre part, je reviens au niveau des dames. On vient de le dire tout à l'heure, il y a une réunion qui est prévue à New York, convoquée par le secrétaire général des Nations Unies. Je m'adresse à vous qui êtes belge d'origine congolaise. Et la Belgique a une expertise en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Que pensez-vous pourrait être le rôle
que votre pays pourrait jouer pour justement que le Congo puisse se retrouver dans et gain des causes, en tout cas aux Nations Unies, et surtout, on ne comprend pas jusque-là, les pays agresseurs est connu, et il n'y a même pas des sanctions, on n'en parle même pas, on dirait que finalement c'est... Oui, mais je pense qu'à un moment donné, il faut un peu oublier le fait que la Belgique devait être la solution. La solution aujourd'hui, la pression doit venir de la RDC. Je ne dis pas quelle sera la solution. Non, mais quand vous dites qu'aux Nations Unies... Contribution... Oui, la contribution voilà. de la Belgique, elle est en train de se faire aujourd'hui. La Belgique est... Le ministre Renders s'est descendu au Congo, il est parti à Kigali, il est revenu, il est en train de faire son rapport, demain il est au Sénat pour... Mais on a aussi constaté que parmi tous les pays qui ont suspendu leur aide, on n'a pas entendu parler de la Belgique. Oui, mais vous savez quand même qu'à un moment donné, la Belgique est dans une mauvaise position parce que le Rwanda et le Congo sont ces deux colonies. Donc, oui, mais quand vous avez deux enfants, s'il y a un qui tape, on sait qu'il y a quelqu'un qui a tapé. Oui, mais d'accord. On punit celui qui a tapé, mais c'est oui, clair. mais oui, en tant que parent, on punit celui qui a tapé, on essaie de négocier. C'est pour ça que je dis, la Belgique est dans une mauvaise posture, quand bien même on sait pertinemment bien qu'aujourd'hui le Rwanda a agressé le Congo. On est en train de travailler. On est en train d'essayer de faire pression, plutôt de négocier avec les Nations Unies et d'autres pays pour pouvoir mettre en place des sanctions. C'est vrai que je déplore le fait qu'aujourd'hui, la Belgique n'ait pris aucune mesure, aucune sanction contre le Rwanda, alors que l'on sait que le Rwanda a envahi le Congo. Mais ceci dit, je pense que pour que la Belgique puisse réellement agir au niveau des Nations Unies, il faut nécessairement que le Congo puisse faire une diplomatie, une sensibilisation assez importante, une sensibilisation d'envergure à l'endroit de la Belgique pour, quelque part, pas lui donner la possibilité, le mettre un peu devant, devant ses responsabilités, de pouvoir aussi aller aux Nations Unies et de faire en sorte que l'on puisse prendre des sanctions. Donc ça démontre bien aujourd'hui que la géopolitique a changé. La Belgique n'a plus le monopole de la RDC et les décisions se prennent aussi ailleurs, malheureusement. Alors, Madame Toumba, votre président a séjourné aux États-Unis. Est-ce que vous confirmez? Oui, je confirme. Voilà. Et il était invité en tant que faisant partie de la grande famille des sociodémocrates. Ah, donc votre parti, c'est un parti social-démocrate. Ah oui, absolument. Donc, il a été invité donc, en tant que tel à l'investiture, à la convention d'investiture de Barack Obama, vous voulez dire? Oui, tout à fait. Mais voilà, Barack Obama, est-ce qu'il peut faire quelque chose qu'il n'a pas pu faire pendant 4 ans? D'ailleurs, il y a une loi, il me semble, une loi qui porte son nom par rapport au minerai de sang en République démocratique du Congo, et puis il vient au pouvoir, blackout, on n'en parle même plus. Est-ce que les Clinton n'ont pas gagné la guerre? Qu'est-ce que vous voulez dire par les Clinton n'ont pas gagné la guerre? On a appris que les Clinton, ce sont eux qui ont des bonnes relations avec, vous devez quand même le savoir. Donc c'est ça, donc comme pour dire que c'est réellement... C'est Clinton qui a mis Kagame au pouvoir, qui a toujours soutenu, qui a donné pratiquement la patate à Bush. Mais de toute façon... finalement, ça continue quand Barack Obama est arrivé, voilà, motus bouche cousue. Mais qu'est-ce que... Barack Obama, de toute façon, ne peut faire que la politique de son pays, d'accord? Il reste américain. Naïvement, on a cru que quand M. Barack Obama serait président de la République, président des États-Unis, il viendrait arranger, comme par un coup de baguette magique, tous les maux de l'Afrique parce qu'il est aussi africain par son père. Je ne pense pas. Naïvement, on l'a cru. Mais Barack Obama reste profondément américain et il tient aux valeurs américaines. Et on sait très bien que la politique américaine est une politique à double tour, à double sens, selon les intérêts du moment. Bon, c'est vrai que la politique Clinton était une politique, on va dire, pro-rwandaise, mais les choses évoluent. Entre-temps, le fait que Barack Obama puisse faire partie du clan Clinton, il ne peut pas non plus faire une fissure claire comme ça de la politique des Clinton. Donc moi, je crois qu'en dessous, il y a des choses qui ne peuvent pas se dire au-dessus. Et c'est ce que M. Cameron est en train de faire. Donc comment ça? Qu'est-ce que M. Cameron est en train de faire? M. Cameron est allé, oui, il est allé. Vous savez qu'en marge donc, de cette convention-là, de la convention il a été invité par le département d'État américain et qu'il est allé parler justement de son plan de crise et de sortie de crise plutôt, de son plan de son... Oui, je suis au parfum de ce plan parce que je suis sa représentante. Concédez, M. Fabien, que
que je puisse pas en parler ici parce que la primeur appartient aux Congolais de notre pays parce que c'est donc eux. Nous ne sommes pas concernés. Nous sommes tous concernés, mais il faut d'abord le dire au Congo, c'est-à-dire outre-mer, pas ici en Belgique. Vous êtes en train de passer avec Kinshasa en ce moment ici. Oui, absolument. Donc, c'est une occasion qui vous est offerte. Mais comme c'est le président Kamere qui lui a réfléchi pas tout seul avec d'autres sur ce plan-là, je crois qu'il lui appartient à lui d'abord d'en parler et nous, ses représentants, nous allons distiller ça après. Voilà, merci. Nous continuons toujours notre émission. Nous sommes sur Télé 7, la chaîne républicaine, l'émission questions-réponses, plateforme de débat sur les enjeux politiques, économiques et sociaux de la République démocratique du Congo. Monsieur Henri Kavandé, nous parlions de Museveni qui est nommé médiateur entre pas encore peut-être médiateur, mais pour prendre des contacts avec le M23. Donc on soupçonne déjà peut-être qu'on tend c'est en sa qualité de président de l'exercice de la CRJ. De la CRJ. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une certaine ambiguïté à ce que le gouvernement congolais a aussi accusé à un certain moment l'Ouganda de soutenir le M23? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait être à la fois juge et parti? Ce qui est gênant dans cette affaire, c'est que, au fond, ceux qui pourraient apparaître comme des belligérants passifs sont mis en première ligne pour essayer de trouver une solution. Il aurait fallu que l'on désigne une tierce partie qui ne soit ni belligérante, et même à la limite, pas du tout concernée par la CIRGL, pour pouvoir prendre langue avec les différentes parties, avec les belligérants. Donc, je le disais en liminaire, c'est que, au fond, c'est l'absence d'initiative forte qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que Kinshasa est en train de suivre un agenda qui n'est pas le sien. Je vous donne un exemple très très simple. Des choses qui relèvent de la diplomatie, j'allais dire, élémentaire. Lorsque vous êtes agressé, normalement, vous devez convoquer l'ambassadeur du pays concerné pour qu'il donne des explications. Ça n'a pas été fait. Vous rappelez votre ambassadeur en consultation, ça n'a pas été fait. Vous rompez les relations diplomatiques, ça n'a pas été fait. Vous n'avez pas saisi le Conseil de sécurité au plus fort de la crise, on a préféré attendre la publication du rapport. C'est vrai que certains pays ont pris les devants, annonçant des mesures conservatoires de suspension. Ça me permet de rebondir sur ce qu'a dit Mme Mandaïla s'agissant de la Belgique. La grande différence, outre le fait que Bruxelles soit dans une situation un peu délicate, c'est que la suspension des autres pays, c'est une suspension qui concerne une aide budgétaire. La Belgique, c'est une aide au développement. Culturellement, il faut savoir que la Belgique, en tout cas les autorités belges, estiment que sanctionner un pays en termes d'aide au développement, c'est sanctionner la population. Ce qui rend encore plus compliqué, j'allais dire, l'exercice. Mais pour revenir précisément à votre question, c'est le grand problème. J'allais dire que c'est le péché originel d'Addis Abeba, c'est d'avoir confié finalement à la fois la gestion et l'agenda de la résolution de cette crise à des pays qui sont directement ou indirectement impliqués. Et donc, je pense qu'à ce stade-ci, ce qu'il faut... On apprend aussi que comment l'ancien président du Nigeria, Obasanjo serait nommé médiateur, une chose comme ça de l'Union africaine. Mais les Congolais se rappellent que c'est le même Obasanjo qui est allé danser avec Laurent Nkunda à Kiwanja. Est-ce que là, il n'y a pas... Enfin, je ne sais pas. Il était médiateur, et pour reprendre dans le contexte, il était médiateur lorsque l'accord d'Iousi à Goma a été signé le 23 mars 2009. Il était médiateur avec le CNDP et les autorités congolaises. L'actuel ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, avait été nommé dans la foulée président du comité de suivi de ces accords, fonction qu'il a assumée pendant plusieurs mois, je pense, jusqu'à ce qu'il soit nommé aux Affaires étrangères, si mes souvenirs sont bons. Donc, on a des gens qui ont joué un rôle dans le passé. Je ne saurais trop conseiller qu'on renouvelle tout de même le personnel des médiateurs. D'une part, ils gagneraient en crédibilité et en lisibilité, mais d'autre part, et j'insiste sur ce point-là, Kinshasa ne peut pas continuer à avaler des couleuvres. Petite incursion dans le passé, la force neutre, ce n'était pas une idée de Kinshasa, on est bien d'accord. Lorsque la CPI demande à Kinshasa de livrer le chef des FDLR, Bosco Ntaganda, ça veut dire que la CPI estime que Kigali avance des arguments convaincants, puisque la demande de Kigali, c'est qu'on puisse éradiquer les FDLR. Mettre la main sur son responsable, c'est aussi une manière de l'affaiblir.
Kinshasa n'a pas demandé que les forces spéciales rwandaises soient retirées du territoire. Ça a été fait après que cela ait été escamoté ou à tout le moins caché à l'opinion publique. Et maintenant, on nous dit que Museveni sera le médiateur avec le M23. Il faut que ça s'arrête. Et à un moment donné, il faut que Kinshasa monte au créneau, que le chef de l'État puisse lui-même prendre les choses en main et surtout, n'ayons pas peur des mots, donner à la population congolaise des gages de loyauté. Si je comprends très bien, vous êtes tout à fait d'accord que le fait de demander à Museveni de prendre contact avec le M23, c'est une façon peut-être de tendre vers une médiation entre Kinshasa et le M23. Je pense que M. Ndjous, vient d'expliciter la chose. Il n'y aura pas de neutralité. À partir du moment où on sait que Kinshasa a accusé Kampala de soutenir le M23 et on apprend aujourd'hui que c'est encore Kampala qui va jouer le médiateur. Quand bien même le président Museveni est le président de la CIRGL, donc je pense qu'il aurait mieux valu trouver des médiateurs neutres qui n'ont pas déjà qui n'ont pas comment je pourrais dire ça, qui n'ont pas de parti pris par rapport à la question. Donc aujourd'hui, le M23, on le sait, sert quand même l'Ouganda. Et je pose la question de savoir est-ce que M. Museveni sera à même d'être objectif dans la médiation, d'avoir cette neutralité qui s'impose aux médiateurs. Je ne pense pas. Et puis, n'y a-t-il pas là quand même une contradiction? Parce que, qu'est-ce que je veux dire? L'objectif, entre autres, de cette force neutre, c'est de neutraliser, de combattre les forces négatives, dont le M23. Oui. Et là, on va aller prendre contact. Je ne sais pas quel genre de contact et tout. Je pose c'est en tout cela que réside le flou. Tout ce flou-là, entretenu et voulu, fait que le président de la République lui-même se rend complice de tout ça. D'où la fameuse haute trahison. Vous comprenez? Donc voilà, donc c'est un peu ça. C'est pour vous montrer que ce flou artistique qui est entretenu. Apparemment, Mme Andaya n'est pas d'accord avec vous. Hein. Je trouve qu'il y a un peu, on fait un peu l'amalgame. Hein, on mélange un peu haute trahison par le président de la République, le gouvernement. Ah non, madame. Je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème qu'il faut résoudre. Aujourd'hui, c'est de cesser cette guerre. Aujourd'hui, M. Museveni, qui est nommé médiateur, c'est pas le Congo qui nomme, mais la difficulté, c'est le fait que le Congo ait accepté cela. Mais ce n'est pas, aujourd'hui, s'il faut accuser des gens, je dirais de haute trahison, c'est l'ensemble. Non, c'est par rapport à la présence. C'est par rapport à des troupes rwandaises. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Non, mais on a mélangé parce qu'ici on était encore dans la question de M. Museveni, de qui n'a pas trouvé ça juste. Madame parle de haute trahison par rapport au Rwanda. Moi, j'aime bien qu'on pose des questions, qu'on réponde en fonction de ce que nous demande. On viendra alors peut-être à la question de la haute trahison par rapport au Rwanda. Mais on était ici dans le cadre de la médiation de Museveni par rapport au M23. Il ne faut pas mélanger. C'est cet amalgame qui fait qu'aujourd'hui, quelque part, nous, Congolais, nous n'arrivons pas à faire une analyse à froid des situations. Nous n'avons pas mélangé. Nous mélangeons les choses et on arrive à des dérives telles qu'on assiste aujourd'hui à l'est de la RDC. Non, c'était pas le fait de mélanger, madame. Enfin, allez-y, monsieur. On va continuer. Calmez-vous donc. Je suis très calme. On est très calme. C'est un débat. Nous discutons de son point de vue. Il n'y a aucun souci. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Le sujet, justement, par rapport à l'actualité, il y a également cette affaire-là de mise en accusation du président de la République. On va en parler. Et finalement, au niveau du M23, parce que c'était ça notre sujet, autre chose, c'est qu'il y a une nouvelle sortie de Human Rights Watch qui accuse le M23 de crimes de guerre. Alors, maintenant, ce qui est étonnant, c'est que malgré cette situation, jusqu'à présent, c'est comme si tout le monde, la communauté internationale, n'a pas encore compris la gravité de la situation. Je vais encore revenir à vous, parce que je vous considère à la fois congolaise et internationale. Finalement, c'est quoi? Vous parlez avec ces gens. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que nous sommes à ce point, en tant que Congolais bien sûr, à ces points inaudibles pour qu'eux-mêmes, ceux qu'ils voient par leurs médias, ne puissent pas en tout cas appeler à une certaine réaction? Oui, il y a les deux. Il y a le fait que aujourd'hui, c'est vrai, tous les rapports des Nations Unies les disent. Je reviens un peu, je fais une entorse là. Il y a eu les élections au Congo, il y a eu le rapport de Centre Carter, qui n'est pas une institution
reconnu officiellement au niveau des instances politiques, mais tout le monde a pris la mesure de ces rapports. Aujourd'hui, il y a le rapport d'une institution reconnue par tout le monde, les Nations Unies, où on dit que le Rwanda a envahi, où il y a des actions, silence radio. On en parle très peu. Il y a le deuxième rapport qui vient, enfin même pas le troisième rapport, parce qu'il y a eu le rapport mapping avant, le troisième rapport qui vient de sortir de Human Rights Watch, et bon, ben voilà, on n'en parle pas. N'empêche que les rapports mapping, l'un de vos anciens mentors, s'il faut l'appeler comme ça, Louis Michel a estimé que c'était une honte pour les Nations Unies. Ah, bien sûr. Quand c'était sorti. Bah oui, mais le rapport de mapping, c'était une honte. Le rapport des Nations Unies, je n'ai même pas de mots pour qualifier ça. C'est même plus qu'une honte, parce que avec ce qui se passe, avec des faits reconnus, ben voilà, on est un peu assis sur ces rapports. Mais est-ce que le Congolais est inaudible? Quelque part, je dis oui. Je ne vous ai pas compris là. Lui estime que c'est une honte parce que ça accuse le Rwanda. Vous dites... Moi, je dis que c'est une honte parce que c'est une réalité et que on s'est assis dessus. Il n'y a pas eu de sanction. Il n'y a pas de sanction. C'est une honte le rapport mapping. C'est une honte le rapport des Nations Unies parce qu'il n'y a pas de sanction. Mais c'est M. Michel, moi je m'appelle Gisèle Mandaïla. Voilà. Qu'on arrête un peu de faire l'association. Et dans un parti, il y a des gens qui ont leur opinion. Ben moi j'ai mon opinion. Et j'ai une sensibilité aussi congolaise aujourd'hui. Donc on ne peut pas chaque fois, parce que M. Michel a dit ça, M. Michel a dit ça, M. Menguin n'a pas dit ça, M. Renders à l'époque n'a pas dit ça. Donc voilà, les Congolais qu'on arrête. M. Michel a son opinion. Mais Gisèle Mandaïla a son opinion. M. Menguin a son opinion. Didier Renders a son opinion. Et il faut arrêter de faire la malgache. Bon, ceci dit, on revient à nos moutons. Allons-y. Je disais donc que par rapport le fait, est-ce que le Congolais est inaudible? Oui. Et je renvoie la responsabilité aux Congolais que nous sommes. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas, et je ne cesse de le dire, nous n'avons pas de stratégie pour pouvoir faire pression au niveau international. Notre société civile, qui est un autre pendant pour mener des actions de lobbying, quelque part, n'agit pas de manière forte. On est souvent attentiste. On attend que la communauté internationale parle pour nous. Madame Toumba l'a dit tout à l'heure, que la communauté internationale a son agenda, a ses intérêts. Est-ce que ces intérêts rencontrent les intérêts des Congolais? Non. Parfois, oui. Mais alors, quels sont nos intérêts? Comment alors, nous, Congolais, allons-nous faire pression pour que ces rapports-là des Nations Unies puissent être entendus et qu'on puisse prendre des sanctions comme il faut? Quelque part, l'action du politique est là, et les politiques aussi parfois a aussi des mains liées, mais il y a toute la société civile. Est-ce que les Nations Unies n'ont pas peur peut-être d'un grand déballage dans ce truc-là? Mais certainement, les Nations Unies la communauté internationale a toujours peur d'un grand déballage. Vous savez, le rapport aujourd'hui, M. Assange est poursuivi parce qu'il a sorti des choses qui dérangent. Wikileaks, oui. Qui dérangent. Mais je pense que le Rwanda, à un moment donné, il dérangeait aussi. Mais il a un lobby dans le couloir des Nations Unies que nous, les Congolais, nous pouvons pleurer de honte. J'ai déjà assisté 2-3 fois à des sessions au niveau de New York, pas pour le compte du Congo, pour le compte de la Belgique, mais il est désolant de voir que nos dames, à nous, quand ils arrivent à la session commence par exemple le vendredi, nous avons des gens qui arrivent les samedis, les dimanches, et ils arrivent 1 heure, et puis elles vont faire des courses. Excusez-moi, je le dis aujourd'hui, parce que j'ai la rage de voir que au moment où les faits sont là, où on a besoin des gens pour aller parler pour le Congo, quand on envoie des dames, il y en a beaucoup qui travaillent, il ne faut pas dire que c'est toutes les dames, mais quand même, c'est d'avoir une majorité de ces mamans-là ou de la société civile et des gens qui vont faire des courses. Parfois, dans des rencontres, prendre des photos par-ci, par-là. Mais voilà, donc, et alors là, vous allez parler de cette forme de légèreté, justement. C'est cette forme de légèreté qui fait que... C'est cette forme de légèreté qui fait que la voix des Congolais aujourd'hui est inaudible au niveau des Nations Unies ou de la communauté internationale. Réagissons, changeons notre stratégie, changeons la manière de travailler, travaillons de manière objective, efficace et à froid. Et prenons-nous très au sérieux. Oui, maintenant je veux revenir parce que justement le M23 ou la crise que pose le M23 a des conséquences au niveau de la politique interne. Vous avez cité tout à l'heure, vous au niveau de l'opposition, vous êtes de l'UNC, il y a eu cette affaire-là de mise en accusation du chef de l'État. Oui. Au niveau de la majorité, ils estiment que s'il y a quelqu'un qui peut être accusé de trahison, il y a aussi le cas Roger Lumbala, on va en parler, je ne sais pas si vous avez beaucoup d'informations. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe réellement au Congo mérite une mise en accusation du chef de l'État? Et s'il y a violation de la Constitution, c'est dans quel domaine? Bon, la Constitution est claire. Je ne peux pas vous citer les articles comme ça de mémoire, mais je sais qu'il y a des dispositions dans la Constitution qui définissent les cas
les cas où le chef de l'État peut être mis en accusation pour haute trahison. Article 164. Article 164, voilà, monsieur l'expert le dit, article 164 et consorts. Vous savez, monsieur Fabien, la situation telle qu'elle se passe au pays montre que le pouvoir ne peut plus être à mesure de régler seul ce problème. Il peut plus. Sinon, ça se serait su. S'il était capable de résoudre. Attendez. Dialogue, c'est ça? Exactement. Mais le dialogue n'est pas avec les M23, etc. Ouais. Non. Ah non. Mais ça, nous le refusons. Mais un oui, dialogue national. Et ce dialogue a ceci d'inédit que, outre la classe politique, outre la classe sociale, la société civile, il y aura les confessions religieuses. Ça, c'est une grande première. Est-ce que depuis qu'on a le dialogue. L'opposition n'êtes pas contradictoire? Comment ça, contradictoire? Vous demandez la mise en accusation de quelqu'un. Mais oui. Et vous voulez dialoguer avec le Il n'y a aucune contradiction parce que le volet de la mise en accusation est un volet judiciaire. Le volet du dialogue est un volet politique. Donc, il y a indépendance des deux côtés. De toute façon, et donc vous estimez absolument. Que on peut vous faire ça. m'accusez, moi, et vous m'appelez pour venir négocier avec vous. Mais pourquoi pas? Je peux te poursuivre pénalement et civilement. Absolument. Ah oui. Mais je te poursuis pour responsabilité. Les politiques dans ce genre mais de peu importe, mais au moins l'idée est là. Nous avons posé les jalons. Je vous poursuis et civilement, on va dire politiquement, et je vous poursuis pénalement. Et comme on dit chez nous en droit, comme je suis juriste et ancien magistrat, le pénal, le criminel tient le civil en état. Allez vous renseigner, vous saurez ce que ça veut dire. Ce qui est dit est dit. Alors, mais madame, je vous ai vu en train de... Mais on a également remarqué que cette nouvelle-là de mise en accusation, disons, si l'information par rapport à ce qui se passe au Congo circulait comme cela a circulé, peut-être qu'on serait déjà sorti un peu de l'auberge. Parce que dans tous les médias, on a parlé de cette histoire des mises en accusation. Alors, vous trouvez ça crédible au niveau de la Belgique? Écoutez, moi, je me dis, je répète encore, l'heure est grave. Hein? Je prends toujours l'exemple un peu des États-Unis. À partir du moment où on a attaqué, le 11 septembre, quand on a attaqué les États-Unis, il n'y avait ni démocrates, ni républicains. Les Américains étaient tous derrière leur président. Qu'ils aient aimé Bush ou qu'ils n'aient pas aimé Bush, ils étaient tous là pour défendre l'intégrité du territoire américain. Moi, à mon sens, aujourd'hui, c'est ce que je disais, manque de stratégie. Le Congo est envahi. Il y a un chef de l'État. On aime ou on n'aime pas. Là n'est plus la question. On n'aime pas. Bon, voilà. Le Congo est envahi. Il faut faire pression auprès du chef de l'État pour qu'il prenne des responsabilités en tant que commandant suprême de l'armée. De l'armée et garant de la nation. Et puis, on y va ensemble au niveau de la communauté internationale pour dénoncer ces faits. Ça veut dire le Congolais. On n'a plus de couleur politique. On n'a plus de couleur tribale. Donc, on est Congolais, on accuse. Absolument. Et puis après, ça c'est ma stratégie. Je ne dis pas que l'opposition ne va pas le faire. Après, je ne connais pas moi tous les articles de la Constitution congolaise. Après, une fois qu'on aura réglé ces problèmes, Kabila sera peut-être encore président de la République. J'espère en tout cas que ce ne sera pas avant 2000, qu'on n'ira pas jusqu'en 2016 pour régler ces problèmes. Mais c'est à ces moments-là qu'éventuellement l'opposition, la société civile ou d'autres, s'ils ont envie de saisir, d'accuser le président de la République pour haute trahison, ben ils le font. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Toute la communauté internationale ne parle que de cette accusation pour haute trahison. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est le problème profond, le malaise qui existe, cette guerre-là. Qu'est-ce qu'on dit? Ah ben les Congolais, pour le moment, ils sont en train de s'accuser entre eux. Donc, ça, quelque part, ça les dédouane. Ça nous laisse un peu le temps de nous asseoir et de faire passer un peu ces rapports des Nations Unies sur la problématique de l'Est. Mais on n'a encore rien compris, hein, nous les Congolais. Il y a juste un petit souci. Excusez-moi. Oui. Je dis, aujourd'hui, pour moi, c'est d'abord... Quelle est la priorité? C'est d'arriver à condamner le Rwanda et arrêter cette guerre. Demain, que les Congolais lavent leur linge sale en famille, qu'ils accusent... Donc, selon, si je comprends bien... Pour moi, c'est trop tôt. Madame Toumba, donc pour Madame Andaïla... C'est trop tôt, j'ai pas dit qu'il ne devait pas. Le jeu du Rwanda comme... Bien sûr, Kalabaré l'a dit. Vous avez lu le soir. Vous êtes en intelligence avec le Rwanda ou en tant qu'opposition? Non, j'ai pas dit ça, il faut pas non plus aller... Non, moi je n'ai pas dit ça. C'est trop fort. Non, mais monsieur, permettez-moi, parce que je n'ai pas envie non plus qu'on dise que Madame Mandaïla... Non, moi je dis tout simplement qu'aujourd'hui, c'est trop tôt. Et on a vu dans le soir,
l'interview de M. Kabaré. Sans le vouloir. Mais attendez, permettez. Mais non, mais oui, mais quand vous intervenez comme ça, les citoyens risquent de croire que je suis en train de dire que l'opposition est... Non, pas du tout. J'ai dit tout simplement, l'opposition a son rôle à jouer, c'est-à-dire au Parlement, d'interpeller le gouvernement et je ne sais pas si les chefs de l'État, parce que je ne connais pas très bien la constitution congolaise, si les chefs d'État peuvent venir répondre au Parlement en tant que... Uniquement lorsque les deux chambres sont réunies. Le Sénat et le Parlement. Les deux chambres, l'opposition, je ne sais pas, pouvait demander que les deux chambres se réunissent, parce que l'heure est grave, pour pouvoir interpeller le président de la République par rapport à la situation de l'Est. Ils ne l'ont pas fait. Pour moi, l'opposition aujourd'hui doit faire son travail des parlementaires, de demander des comptes chaque jour par rapport à la situation qui se passe à l'Est. Ça a été fait, mais ça a été refusé. Ouais, mais continuez. D'abord, les débats à huis clos, voilà, chaque fois qu'on a voulu faire des intrusions, ça a été difficile. Ils doivent le faire, ils doivent continuer à le faire. Mais je pense aussi, ce qui est important, c'est quand même, pour une fois, je pense que, tu sais, on dit Mobutu était dictateur. Mais à partir du moment où moi, en 96, je combattais déjà la dictature, à partir du moment où on a su en 96 que le Congo avait été envahi, à l'époque on parlait des Banyamulenge, je suis désolé, j'étais derrière Mobutu. J'étais derrière Mobutu. Donc maintenant, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est être derrière la nation, je ne dis pas le gouvernement, le chef d'État, être derrière la nation pour dénoncer ces faits. Demain, il n'est pas trop tard. Demain, on va venir accuser, si vous voulez, le chef de l'État pour trahison. Mais Madame Anela, rien n'empêche qu'on peut le faire en même temps. On peut accuser, c'est-à-dire, de toute façon, mettre la mise en accusation, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va porter devant une institution judiciaire l'affaire jusqu'à l'ouverture de l'action publique, mais entre-temps, les actions politiques continuent. Mais n'empêche, au niveau international, ça brouille un peu les pistes. Attendez, oui, on va essayer un peu de... Non, mais j'aimerais intervenir sur un point quand même important. Soyez un peu bref, parce que... est fondamental. Sauf que, vous savez, quand vous bâtissez toute votre stratégie sur l'accusation du Rwanda en tant que pays agresseur, mais que dans le même temps, vous tolérez qu'une partie de ces troupes appartenant aux forces spéciales effectuent des opérations sur le territoire, il y a un élément qui tombe de soi-même, c'est la confiance. Et à partir du moment où la confiance... La fissure de la cohésion nationale. Alors là, je pense qu'il y a un moment où il faut effectivement qu'il y ait une explication. Peut-être que cette demande de mise en accusation est prématurée, peut-être. Prématurée, mais si elle l'est, dans ces conditions, le président de la République ne peut pas faire l'économie d'un dialogue national mais ça, je suis tout à fait d'accord. Toutes les questions pendantes sont vidées de leur substance et abordées sans complexe. Parce que le grand problème, c'est que lorsque le pays est allé défendre sa cause la première fois à Addis Abeba, c'était pour se plaindre du fait que l'on ait lancé un mandat d'arrêt contre Bosco Ntaganda. Parce que celui-là était considéré, à tort ou à raison, comme étant celui qui pouvait maintenir une certaine paix à l'Est. C'est le prix. Et que donc, le fameux prix insupportable. Voilà, insupportable. Et donc, tenir ce genre de discours et avoir en même temps, je dis bien en même temps, sous le coude, un certain nombre d'accords que je peux tout à fait comprendre, parce que rien n'exclut que deux pays qui ont des problèmes sécuritaires se concertent ensemble, pour pouvoir régler ce type de situation. Mais lorsque vous baptisez une stratégie contre le Rwanda, ce qui est tout à fait justifié, mais que dans le même temps, vous apprenez que ce même pays était déjà présent, là, ça pose effectivement un problème. Maintenant, il faut, je pense, très sincèrement, il faut une remise en question à la fois du pouvoir et surtout la mise en place d'une stratégie beaucoup plus cohérente pour pouvoir soutenir l'argumentation qui, à mon sens, aujourd'hui, de la part de la RDC... Apparemment, c'est je partage le point de vue de M. Nzouzi sur le fait qu'il faut une stratégie cohérente. Je parle en termes de stratégie. Il faut une stratégie cohérente. Tant du gouvernement et aussi, je dis, de membres de l'opposition, pour moi, de tous les Congolais, face à la situation dans laquelle le RDC est plongé aujourd'hui. Mais en même temps, je pose la question, je ne suis pas très sûre, je ne suis pas toujours toute la politique congolaise comme vous le faites, parce que j'ai d'autres charges ici. Je pose la question, les troupes rwandaises, je ne trouve pas d'excuses. Bien sûr. Les troupes rwandaises qui étaient déjà au Congo, c'était bien avant l'accusation du Rwanda, de pouvoir soutenir le M23. Bien entendu. Bon, donc quelque part, c'était dans les cadres des accords signés, ce qui a fait que M. Caméré a quitté. Absolument. Donc c'était dans les cadres des accords signés en bonne et due forme, si je comprends bien. Oui. Je dis en bonne et due forme de manière formelle. Bien sûr. Bon, donc maintenant, les dessous de cartes, je ne connais pas. Mais posez la question, même si vous m'avez fait un coup d'État, c'est moi qui pose des questions. Non, de manière formelle, je voudrais m'éclairer, de manière formelle. Donc c'était quelque chose de logique.
de logique, sans pour autant que ça arrange tout le monde. D'accord. Mais donc, je dis, à ce moment-là, que les troupes rwandaises soient au Congo, ça s'est justifié. Mais à partir de moment, maintenant, il y a le Rwanda, il y a le M23, il soutient le M23, on l'accuse. Il est vrai que la première des choses à faire, c'était de dénoncer le fait qu'il y avait des troupes rwandaises. Dans le cadre des accords, de dire, voilà, il y a eu des accords, les troupes rwandaises sont là, normalement pour aider le gouvernement congolais, mais ils commencent à aider le M23, donc nous demandons à ce que ces troupes-là repartent. Et puis alors, à ce moment-là, je pense que vous avez raison, l'accusation du Rwanda dans ces problèmes devenait effective. Mais accuser le Rwanda avant, sans qu'il y ait départ de ces troupes, même si les accords étaient signés de manière formelle, c'est vrai que ça pose problème. Ça affaiblit en fait. Ça affaiblit. On va arrêter un peu ce sujet-là à ce niveau-là, mais quand même une petite réaction à ce qu'il y a un député de l'opposition qui est en résidence surveillée à Bujumbura. Il semble qu'il était en intelligence avec Il est réfugié à l'ambassade d'Afrique du Sud. Et il était en intelligence avec le Rwanda. Bon, il est de l'opposition. Ça, c'est ce que le gouvernement congolais dit. Donc, j'ai suivi ça. La haute trahison, c'est au niveau de l'opposition aussi. Oui, mais bon, de toute façon, le pouvoir politique ne peut dire que ça. De toute façon, Monsieur Fabien, il manque d'arguments. Il manque d'arguments. C'est pour ça qu'ils vont inventer un peu des propos, parfois qu'ils comprennent même pas, pour dire que Monsieur Roger Lumbala et haute trahison, ils font encore des preuves de tout ça. Bon, moi, l'histoire de Roger Lumbala, je ne la connais pas vraiment, donc je peux pas trop. C'est mon collègue de l'opposition. Oui, c'est mon collègue de l'opposition, c'est vrai, mais il n'est pas de mon parti politique, on va dire, donc je n'ai pas trop bien suivi l'affaire de M. Lumbala, donc je ne pourrais pas ici réellement vous dire les tenants et les aboutissants de cette affaire, pour ne pas dire des bêtises, mais l'accusé de haute trahison, je ne pense pas que la trahison de M. S'il y avait trahison, la trahison de M. Lumbala est beaucoup plus lourde, on va dire, que celle du pouvoir politique en place. Voilà, avec tout ce qu'on sait. Pourquoi vous riez? Voilà, je ris parce que je vous écoute justement et puis je comprends des choses. Voilà, c'est l'émission questions-réponses. Comprenez que c'est animé et puis voilà, c'est la plateforme qui vous permet de suivre l'information, que dis-je, l'échange sur l'actualité, surtout avec vos compatriotes de la diaspora. Alors nous allons chuter à ce que nous sommes en train d'arriver au terme de cette émission avec la rentrée parlementaire. Évidemment, nous pensons qu'au niveau de l'opposition, ça sera l'occasion, si vous tenez justement à faire cette mise en accusation, ça sera donc lors de l'ouverture de la session parlementaire. Il y a également l'affaire de la CENI qui sera en suspens, mais nous avons appris qu'il y aura quand même aussi une augmentation du salaire des députés congolais. Alors, sans indiscrétion, est-ce qu'on peut savoir combien gagne un député en Belgique? Un député en Belgique gagne 6 000 euros bruts. Mais si vous enlevez les charges, on arrive à plus ou moins 4 000 euros net. Et là-dedans, il faut encore enlever la participation au parti. Et donc, moi, mon parti, c'est 10% du brut qu'on enlève dans les nets. Donc, je pourrais dire, parce que les salaires de parlementaires et public, vous pouvez aller sur les sites et le savoir. Donc, on gagne plus ou moins 3 000 euros net. Et donc, si je comprends très bien, un parlementaire belge gagne moins qu'un parlementaire congolais. Si on voit les salaires de parlementaires congolais, en effet, on gagne moins. Parce qu'il faut savoir que de net que nous avons, donc 3 000, disons on a 4 500 avec les frais de fonctionnement du Parlement, c'est 1 500. Mais les salaires comme tels, c'est 3 500. Et donc, de ça, il faudra encore payer les impôts. Donc, si on fait des versements anticipés, c'est laissé libre à chacun. Si on fait des versements anticipés, par exemple, si on s'est dit on met 1 000 euros ou 500 euros, donc on se retrouve à tous les mois avec 3 000 euros net ou 2 500 euros net pour vivre normalement, quoi. Ici en Belgique, parlementaire. Eh bien, donc si on fait très bien les calculs, même avec les 6 000 actuels des parlementaires congolais, ça nous donne aux alentours des 4 800 ou 5 000 peut-être. Ça veut dire que donc en euros bien sûr. Donc ça veut dire que les parlementaires congolais en tout cas gagnent bien sa vie. Alors, mais nous apprenons qu'il semble que ça sera encore revu à la hausse à 100%. D'aucuns parlent de 13 000 $.
Donc ça pourra faire aux alentours de 10 000 euros par mois. Vous, au niveau de l'UNC, vous allez prendre cet argent-là ou non? D'abord, il faut qu'on sache si c'est vrai cette histoire, que ça va être augmenté. Et si c'était vrai, vous prenez ou pas? Non, nous n'allons pas prendre. Ah, vous allez refuser nous allons refuser. Nous allons refuser de prendre cet argent parce que c'est scandaleux. C'est scandaleux. Pourquoi scandaleux? Scandaleux. Il semble que les députés ils travaillent beaucoup. Oui, ils travaillent beaucoup, c'est vrai. Mais à ce moment-là, les médecins aussi travaillent beaucoup. Les professeurs travaillent aussi beaucoup. Tous ceux qui sont de la fonction publique travaillent aussi beaucoup. Il faudra un peu être conséquent. Je veux dire, on ne peut pas donner 13 000 euros à une institution et que les autres institutions soient les parents pauvres du salaire. Voilà, c'est mon point de vue qui n'engage que moi. Donc... Alors, M. Kamandé, vous pensez également que les parlementaires congolais soient les mieux payés du monde dans un pays pauvre? Écoutez, il me semble, à moins que je me trompe, que le pays est en guerre. Est-ce que c'était urgent? Premier élément. Alors, réfléchissons par l'absurde. Admettons que ce montant soit effectivement celui que l'on prévoit. Ça ferait donc 10 000 euros par mois pour un député, sachant qu'un militaire gagne 100 euros. En net en plus, parce que là, il n'y a pas de brut. Absolument, ça veut dire qu'un député vaut 100 militaires. Si l'on songeait plutôt à revaloriser la solde des militaires et qu'on pouvait leur assurer la régularité, je pense que nous aurions d'autres résultats sur le terrain militaire. Voilà, dit-on aux âmes bien nées. La valeur n'attend pas le nombre d'âges et aux parlementaires, la richesse aussi n'attend pas en tout cas le nombre d'âges. Et c'est par là que nous mettons un terme à cette émission Questions-Réponses, la 4e de la série sur Télé 7, la chaîne républicaine. Merci de nous avoir suivis. Merci également à mes invités, Madame Gisèle Mondaïla, parlementaire bruxelloise et candidate également au niveau du FDF. C'est quoi les FDF encore? Les fédéralistes et démocrates francophones. Les fédéralistes et démocrates francophones, eh bien, je l'ai fait pour d'autres qui sont passés lors de la précédente émission. Eh bien, elle est aussi candidate. L'émission est diffusée sur Internet également. Eh bien, les Belges qui vont voter ou les personnes qui résident en Belgique depuis 5 ans peuvent voter au communal. Eh bien, vous êtes donc bien servis. Merci à Madame Nicole Toumba-Boacha, secrétaire fédérale de l'UNC au niveau de la Belgique. Merci à mon consultant Henri Kamandé-Zouzi et puis joyeux anniversaire à mon réalisateur Guy Kabeyamouya, compagnon de lutte, donc il est toujours avec moi et surtout également merci beaucoup à Madame Jackie Kaembe qui nous a reçus dans son très beau cadre. Nous espérons que nous allons encore y retourner. D'ailleurs, pourquoi, comme les Congolais disent, nous la nommons grand prêtre mère. Eh bien, je vous retrouve lors de la prochaine édition de Questions-Réponses, la 5e donc de la série. Moi, c'est Fabian Varkouswanika. Et d'ici là, portez-vous très très bien. Peace and love, frères. Ainsi soit-il. Et ce qui est dit, est dit. Et tout ce qui a été dit ici n'engage que leurs auteurs. Merci, à la prochaine.